bonjour, bienvenue sur le plateau de Thé ou Café. Merci tout d'abord pour votre participation très généreuse au Téléthon. C'était toute la journée et la nuit d'hier. Vous avez été très nombreux à regarder, vous avez été très nombreux aussi à soutenir évidemment ce Téléthon qui a lieu chaque année sur France Télévisions. Alors, qui est face au miroir? Vous en voyez la silhouette. Dans un instant, vous en connaîtrez l'identité. Mais auparavant, pour vous qui n'étiez pas avec nous le week-end dernier, alors vous avez loupé la championne de tennis Marion Bartoli. Et puis le lendemain, c'était le grand Bernard Lavilliers. Vous avez créé l'événement, c'était évidemment Wimbledon, et vous avez créé quelques jours plus tard de nouveau l'événement en disant « moi j'abandonne ma carrière sportive ». Et c'était pas vraiment à laisser tomber, disons que voilà, j'arrivais sur mes 29 ans, j'ai fait 13 ans de carrière. Vieille, oui, mais dans le tennis effectivement ça commence à peser, et 13 ans de carrière au plus haut niveau puisque j'ai commencé très jeune. Donc voilà, je sentais vraiment que mon corps déjà arrivait à ses limites, et puis c'est vrai que d'avoir eu cette victoire finale, c'était l'apothéose. Voilà, Qui vous a aidé à prendre la décision d'arrêter? Toute seule, personne. Je me fie toujours à mon instinct, vous savez. À 8 ans, moi, j'avais dans ma chambre, j'avais mis un jour, je gagnerai Wimbledon. Donc voilà, c'est 20 ans d'une vie consacrée à ça. C'est quelque chose qui vous guide, qui fait qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, quelle que soit la hauteur de la haie devant vous, vous allez la passer, vous allez passer à la suivante et vous allez y arriver. Il y a eu des railleries, il y a eu des critiques, on s'est un peu attaqué à votre physique, qui était soi-disant atypique. Il y a même eu un présentateur de la BBC qui a été particulièrement ignoble. Ça fait mal, ça, non? Ça m'a jamais fragilisé, ça m'a toujours poussé à avancer et simplement à savoir que les critiques étaient là, qu'on vivait pas dans un monde idéaliste et idéal et qu'il fallait être assez blindé. Dans ce studio, vous allez aller chercher, il y a des indices, il y a des objets qui vous représentent. Oui, il y a une chose bizarre hein, sur cette console. Un permis de conduire, c'est moche, le permis de conduire. C'est moi ça. Avec une des paire chaussures, hauts talons. Un talon et une balle de tennis, c'est bien moi. Une peinture. Une peinture. Oui, parce que vous peignez. Oui. Et puis alors, il y a un permis de conduire que vous êtes en train de passer. Je commence là. Ah bah, vous n'avez pas encore le code, vous n'avez rien du tout. Non, je m'y suis mis, j'ai eu mon brevet de secouriste parce que j'ai besoin d'avoir mon brevet de secouriste, donc voilà. Oui, vous êtes vraiment grande supportrice. Hein. Ah oui, non mais ça. J'ai mon maillot avec mon nom et tout à la maison, hein. Mon numéro, chez 1. Voilà. Un sportif avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur et que ce soit pas Federer? Camille Lacour. Sur un site de rencontre, comment vous vous présenteriez? Alors, 29 ans, retraité, sans domicile fixe, voyageant énormément. Ah bah c'est attirant. L'homme aux mains d'or et aux pieds rouges. Oui. J'ai remarqué que depuis quelque temps, vous portiez beaucoup des chaussures rouges. Ouais, j'aime bien. C'est un peu plus joyeux que le noir. Que du noir, ça c'est certain. D'ailleurs, il y a du rouge aussi sur cet album, n'est-ce pas, sur la pochette. Le rouge, c'est le symbole de la vie, hein. Oui. Le rouge. Oui, aussi de la Révolution. Oui, mais donc c'est pareil. C'est pas très sérieux d'être un artiste. On vous dit, à part ça, vous faites quoi dans la vie? Combien de fois on m'a posé la question? À part ça, vous faites quoi dans la vie? Vous avez notre métier? Un vrai métier. C'est dans les périodes tendues qu'on se rend compte que l'artiste peut déranger les belles casquettes ou des nazis ou de Staline. Je pense que les artistes, ils sont emprisonnés à ce point-là, c'est qu'ils ont beaucoup d'importance, à part ceux qui marchent avec les bottes, qui font de l'art officiel. La propagande. La prostitution. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. Avec l'âge même, on devient même plus sensible, même on a de la sensiblerie. Non, la sensiblerie, c'est pas vraiment mon truc. Je peux donner vraiment un coup de main, mais en plus je trouve ça un peu dégradant de s'apitoyer sur le sort. C'est mieux de tendre la main que de... Voilà, j'aime pas tellement l'apitoiement. Vous avez participé à des cérémonies vaudou? Oui. Ce qui m'intéresse assez dans le vaudou, c'est qu'il n'y a pas le diable et le bon Dieu, c'est le même. Je poserai la question aux chrétiens d'ailleurs, à savoir si Dieu lui-même n'a pas créé le diable pour se faire de la promotion. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? J'essaierais de, je sais pas, de séduire un homme pendant une journée, oui, sans doute. Ouais. Un homme particulièrement compliqué. Un tue-l'amour rédhibitoire. L'accent canadien. À votre mort, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Trop tôt.
merci à Marion, merci à Bernard Lavilliers. Vous revenez quand vous voulez, c'est toujours open pour vous. Alors, qui est face au miroir? Présentez-vous. Tout d'abord, quelle est votre profession? Philosophe, sociologue et écrivain. Votre situation familiale? Divorcé. Votre obsession dans la vie? Progresser. Et votre devise? Exister est un fait, vivre est un art. Merci beaucoup. Quel est votre prénom et votre nom? Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, vous venez me rejoindre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Vous êtes philosophe, sociologue, vous l'avez dit, vous êtes historien des religions aussi. Et puis votre actualité, eh bien, ça c'est formidable comme sujet. Surtout en fin d'année. Le bonheur. Le bonheur. On en a besoin. Absolument. Alors d'ailleurs, vous dites, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur le bonheur. En quoi il est différent le vôtre? On va voir. Hein, d'accord? Mais d'abord, je vous dis aussi que Emmanuel Donzella, comme chaque dimanche, il est dans sa loge, il est en train de scruter le moindre de vos propos et il est en train de rédiger donc un texte qu'il chantera en fin d'émission pour vous, Frédéric Lenoir. Tout d'abord, on aimerait bien en savoir plus un petit peu sur vous. Vous êtes né à Madagascar. Vous êtes resté peu de temps, jusqu'à l'âge de 2 ans. 18 mois, 18 mois, effectivement. Donc c'est pas très Aucun marquant. souvenir. Non, j'imagine. Des Qu'est-ce photos. qu'ils faisaient vos parents? Mon père était haut fonctionnaire et il a aidé à mettre en place des structures étatiques après l'indépendance de Madagascar. Il avait fait la même chose au Maroc, ce qui fait que j'ai 2 de mes frères et sœurs qui sont nés au Maroc. Moi et ma petite sœur, on est nés à Madagascar. Et après, on est revenu en région parisienne. Très cosmopolite, hein, tout ça. Oui. Ouais. Quelle éducation vous avez reçue? Vous diriez quoi? Permissive? Non. Au contraire, très autoritaire? Pas très autoritaire, je dirais une éducation autoritaire, parce que j'ai un père qui est très autoritaire, René Lenoir. voilà, et puis en même temps libéral, dans le sens où on nous a toujours dit il faut que dans les études, dans les choix professionnels, vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Donc on nous a absolument pas forcé à faire quelque chose, mais on a été élevé à la baguette, je dirais au martinet. D'ailleurs, j'ai des souvenirs cuisants. Ah oui? Et comme j'étais plutôt turbulent, sur les fesses? Ah oui, j'ai eu des fessées déculottées, le martinet. Enfin, c'est l'époque, d'ailleurs, c'est une génération où c'était les principes éducatifs qui dominaient un petit peu. Aujourd'hui, je crois que Ça vous a complètement marqué? disparu. Je pense assez quand Parce même. qu'aujourd'hui, il y a toute cette polémique autour des fessées. Ouais, j'aimais pas trop ça. Et puis, Oui, j'ai été souvent dans la cave, comme je faisais beaucoup de bêtises. J'étais très turbulent, puni. Et comme j'ai horreur du noir, être enfermé dans la cave tout noir, ça m'a pas laissé que des bons souvenirs. Mais j'avais des parents aimants, c'est-à-dire des parents qui avaient envie que leurs enfants avancent dans la vie, se réalisent, exactement. Il a été secrétaire d'État sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, votre père, Lenoir. On voit d'ailleurs cette photo. Quelles ont été les conséquences de cette vie publique sur votre propre vie? Je crois que ça m'a tout simplement vacciné contre la politique, au sens où je voyais qu'il n'avait pas de vie. Et puis surtout, je n'ai pas été sensible ensuite à tout ce qui est phénomène de notoriété, etc. Parce que mon père était quelqu'un qui était assez connu. Je rencontrais à la maison Jacques Delors, Michel Rocard, un tas de gens importants. Et pour moi, c'était une habitude. Donc, ce qui fait qu'après, quand je rencontrais des gens dits connus, je m'en fichais complètement. Vous n'étiez pas impressionné? Pas impressionné du tout. Je n'ai jamais été impressionné par la notoriété dans la vie. Néanmoins, vous évoquez des blessures profondes. Oui. Lesquelles? Il y a des choses que j'ai pas envie de dire ici. Je pense qu'il y a eu dans ma petite enfance effectivement des traumatismes. Liés à votre éducation, à vos parents? Non, votre il y a famille? des choses qui sont même antérieures à ça, très dans le tout début de la vie. Et puis après, il y a eu effectivement, bon, je peux le dire aussi, mes parents sont âgés et je sais qu'ils regardent cette émission, mais c'était un couple qui s'entendait pas. Et donc c'est vrai que ça a laissé des traces fortes parce que j'aurais préféré enfant que mes parents divorcent. Et en fait, ils l'ont jamais fait. Et ça a été quand même un certain traumatisme. Parce que vous étiez témoin de disputes? Non, presque pas de disputes. Une mésentente profonde, c'est-à-dire le jour et la nuit, l'eau et le feu. Et du coup, ça donne pas une image effectivement idéale de couple. Oui. Il y avait des interdits, des tabous chez vous? Quasiment pas. Quasiment. Peut-être que ma mère est extrêmement pudique. Ça fait partie de son éducation très catholique, un peu janséniste. Et puis mon père, c'est l'inverse. Il est presque impudique. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec le corps, démonstratif, exhibitionniste, très à l'aise avec le corps, etc. Donc c'était 2 extrêmes d'une certaine manière. Vous parliez de la religion catholique, vous l'avez pratiquée, j'imagine. Oui. Et puis à 12 ans, vous y renoncez, il y a une rupture? Ça m'intéresse plus. C'est-à-dire qu'enfant,
Bon, on obligeait un peu de suivre, les parents allaient régulièrement à la messe, j'y allais, de temps en temps je trouvais ça joli, j'ai jamais eu une foi personnelle enfant. Et puis arrivé à un moment donné, oui, vers 10-12 ans, je commence à prendre des décisions de vie et je me dis, ça m'intéresse pas, je poursuis pas dans cette voie. Vous avez reçu une éducation sexuelle par vos parents ? Pas spécialement. C'est quelque chose à la limite, on pouvait parler très librement de ça avec mon père, pas trop avec ma mère, mais j'ai pas de souvenir que c'était important. L'éducation sexuelle, c'est plus par mes frères et sœurs plus âgés que j'ai appris des choses. Parce que vous dites, j'avais un complexe enfant. Ah, c'est lié à ma taille. De par votre taille notamment. Oui. C'est-à-dire, donc le rapport avec les filles était difficile. Très compliqué. Parce que je fais 1m65 et je devais faire un peu moins encore quand j'étais ado. Et j'étais toujours le plus petit de la classe. Ce qui fait que je me souviens... Ce qui est petit et mignon, c'est bien. Oui, mais vous dites ça aujourd'hui. Mais quand vous aviez 15 ans, Catherine, est-ce que vous étiez attirée par les garçons plus petits de la classe? Souvent, les filles de 15 ans sont plutôt attirées par les grands. Et donc, il y a un âge où, effectivement, c'était un problème. Et d'ailleurs, je le regrette pas du tout. À l'époque, c'était une souffrance. Parce que la première femme que j'ai aimée, désirée, elle m'a dit « Oh là là, mais quel dommage, t'es mon meilleur ami, mais t'es trop petit. » Donc, ça a été une claque. Ah oui, et après, j'ai eu peur de dire aux femmes que je les aimais ou que je les désirais, parce que je me dis, je vais me faire rejeter. Et donc, ça a été, pendant plusieurs années de l'adolescence, un traumatisme. Peut-être, faut jamais rien regretter dans la vie. Et je me dis, peut-être que si j'ai fait de la philosophie, c'est parce que j'ai été loin dans les études, dans la recherche intellectuelle, c'est peut-être pour compenser le fait que j'avais ce complexe physique. Je me dis, si Woody Allen avait été beau comme un dieu, est-ce qu'il aurait été le Woody Allen qu'on connaît, qui fait ces films qui sont merveilleux? Donc, vous voyez, au fond, dans la vie, tout peut servir. C'est une sorte de résilience? Oui, c'est une sorte de résilience. Ouais. Après votre bac, vous échouez à l'examen de Sciences Po. D'un demi-point, ça m'a... Un demi-point. Je me suis dit, c'est vraiment... un acte manqué. C'est un acte manqué. Ouais. Parce que mon père a fait Sciences Po, l'ENA. Voilà. Et qu'il a été directeur de l'ENA. Voilà. Donc il m'a un peu poussé, mais en même temps, ça me plaisait. Sciences Po, c'est des études de culture générale, ça me plaisait. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire de la philosophie. Et je me suis rendu compte que voilà, il fallait que j'aille vers la philo. Et c'est pour ça que je suis parti. Et vous entrez dans une communauté religieuse. Alors, je commence mes études de philosophie. Et là, je rencontre un prof de philo, de philo grec, qui est en même temps un dominicain, donc un religieux catholique, qui m'éblouit. C'est-à-dire, je trouve que c'est un être lumineux, remarquable, une sorte de maître spirituel. Et mon meilleur ami, que je connaissais depuis l'âge de 8 ans, qui fait ses études de philo avec moi, décide de rentrer dans cette communauté qu'il avait fondée. Je le suis. Je me dis, mais pourquoi pas moi? Et donc, à 20 ans, après un voyage en Inde de presque 6 mois... Donc l'idée, c'était de devenir prêtre? Non, pas prêtre. J'ai jamais eu envie de devenir prêtre. Pour moi, un prêtre, c'est une sorte de fonctionnaire du sacré, si vous voulez. C'est pas ça qui m'attirait. Dans la vie monastique, ce qui m'attirait, c'est la vie contemplative. C'est la prière, c'est l'absolu. C'est le fait de vivre dans un monastère perdu dans la campagne et dans lequel on vit au rythme de la nature. En dehors des réalités. Pas des réalités, en dehors du monde, mais dans un travail sur soi intensif. Je vous disais tout à l'heure, mon obsession, c'est de progresser. Et je voulais progresser intérieurement. Vous avez progressé durant ces années? J'ai progressé, mais je dirais que ça a été trop vite. C'est-à-dire qu'au fond... 3 ans, hein. Il faut pas, oui, 3 ans. Il faut pas vouloir aller trop vite. Et je pense que pour moi, rentrer dans un monastère à 20 ans, c'était beaucoup trop tôt. Et donc, j'ai pété les plombs. J'étais pas fait pour ça, j'étais tendu, je dormais plus, j'avais des phobies. Il me manquait plein de choses. D'abord, j'étais pas fait pour la vie communautaire. Je suis plutôt quelqu'un qui aime gérer ma vie comme je veux. J'étais fait pour avoir une vie sexuelle et affective. Et j'ai senti que j'aurais été très malheureux toute ma vie sans ça. Et puis, au fond, j'étouffais dans l'église catholique. Allez, la suite, elle nous est racontée par Magali Defer, qui a eu beaucoup de difficultés à brosser ce portrait. Même en se mettant à la méditation dont vous êtes adepte, Frédéric Lenoir, difficile de rester zen lorsqu'il s'agit de brosser votre portrait en 90 secondes, car cela signifie visionner des heures et des heures d'images d'archives. En tant que philosophe, sociologue, historien des religions, vous êtes le spécialiste que les journalistes s'arrachent. Bonsoir Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, bonsoir. Omniprésent sur les plateaux de télé, vous analysez, décryptez, commentez les faits religieux de manière simple pour les néophytes. Jésus est juif, il est né juif, il est mort juif. Ou circonstancié pour les initiés. Avec la théorie de la transmigration, les hindous ou les bouddhistes vous disent qu'on peut redevenir un singe demain. Là, j'ai pas tout compris. Lire jour et nuit pour tenter de venir à bout de votre œuvre. Une 40aine de livres au total. Essais, livres d'entretien, mais aussi romans. En 2004, vous rencontrez le succès avec La Promesse de l'Ange, un polar sur le Mont Saint-Michel autour de cette énigme. Terram fodere o portet. Et ce qui veut dire en français, il faut fouiller la terre pour accéder au ciel. Vous, ce sont des sommets que vous atteignez avec vos best-sellers traduits dans une 20aine de langues. Synthétisez votre pensée, sachant que vos maîtres sont Socrate, Jésus, Bouddha, ce n'est vraiment pas gagné. Agnostique, électron libre du christianisme, vous croyez avant tout au sens de la vie. En quête de spiritualité, vous partez en Inde à 20 ans et accompagnez des personnes en fin de vie. Ces personnes qui mouraient m'ont autant apporté que j'ai pu leur apporter. Et enfin, ne rien oublier. Oui, car vous êtes partout. En théologie, on appellerait ça l'ubiquité. Radio, télé, mais aussi presse écrite. Pendant plus de 10 ans, vous dirigez le monde des religions.
Après le théâtre, c'est le cinéma que vous courtisez, avec un projet de film sur Marie-Madeleine. Qui sait, un jour à ce rythme-là, vous marcherez peut-être dans les pas de vos cinéastes préférés. Oui, le cinéma, ça vous attire beaucoup. C'était mon rêve d'adolescent. Oui. Adolescent, à 14-15 ans, j'ai donc passion pour la philosophie et en même temps pour le cinéma. Donc vous allez y toucher, bien évidemment. Mais si j'avais pas été au monastère à 20 ans, je partais à UCLA faire une école de cinéma. Et vous seriez déjà réalisateur? Qui sait? Peut-être. 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 Vous avez vu les changements physiques? Oui, c'est impressionnant. Incroyable. Quand je revois ça, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, je pense que vous êtes mieux maintenant. Ah ben, ça fait plaisir, merci. Franchement, parce qu'il y a un moment bonifie. de... Oui. J'étais plus maigre, plus frêle, c'est vrai. Oui, puis avec les lunettes. Un peu sérieux, oui. Ouais. Enfin, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Il y a Flaubert qui disait la philosophie, on doit toujours en ricaner. Mais il a un peu raison. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être dogmatique. Il faut toujours réfléchir, penser et avoir du recul de la distance. Et je pense que l'humour est une vertu fondamentale qui nous permet de savoir qu'on ne tiendra jamais la vérité. On tend vers la recherche de la vérité, c'est le but de la philosophie, et en même temps on la tient jamais. Alors, il y a maintenant, on essaie de démocratiser, de vulgariser la philosophie. Vous le faites d'ailleurs un petit peu. Hein. Ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que de tenter de l'offrir en fait à tous les publics. Oui. Enfin, moi, c'est le pari que j'ai fait, ce qui me vaut des critiques. Hein. J'ai des collègues universitaires qui trouvent qu'il ne faut pas vulgariser. Mais on peut vulgariser de deux manières. On peut le faire d'une manière, évidemment, simplificatrice qui fait qu'on perd la rigueur. Et moi, j'essaie de le faire en gardant la rigueur, mais en étant dans un langage accessible. Par exemple, dans ce livre, sur le bonheur, je consacre un chapitre à Spinoza, qui est un des auteurs les plus durs de l'histoire de la philosophie. Il y a peut-être 10 ou 15 pages. Je suis heureux d'essayer de rendre accessible un auteur aussi important à des lecteurs qui pourront jamais le lire dans le texte. Donc, moi, j'ai cette espèce de... Je sais pas si c'est de la générosité. J'aime aider les gens, j'aime apporter quelque chose, j'aime les faire grandir dans la connaissance, dans le savoir. Et donc, je me suis attelé à ce travail-là, qui est plus difficile que de rester dans la complexité. Est-ce que être heureux, le bonheur peut être aussi lié aux croyances et aux religions? Est-ce que les deux spécialités qui sont les vôtres, être philosophe et aussi être historien des religions, ça se recoupe? Ça peut se recouper, mais pas nécessairement, puisque là, je fais vraiment un travail qui me correspond mieux d'ailleurs de philosophe, c'est-à-dire que je cherche le bonheur par la raison, par la compréhension, par la connaissance. On peut être heureux par la foi, et la foi peut tout à fait donner un bonheur profond. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis qui montrent que globalement, les gens qui croient et qui pratiquent sont plus heureux que les autres. Ils vivent 7 ans de plus, ils divorcent beaucoup moins. Et finalement, la foi, la croyance peut soutenir énormément. Toutes les religions sont misogynes, selon vous? Pas toutes. Le chamanisme, par exemple, qui est une des religions la plus ancienne de l'humanité, n'est pas misogyne. Et la plus égale. Oui, mais je pense que toutes les religions qui sont issues de ce qu'on appelle les sociétés patriarcales, c'est un modèle culturel qui s'est développé dans toutes les civilisations entre 2 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Et toutes ces sociétés-là, que ce soit en Chine, en Inde, en Europe, sont des sociétés où l'homme domine la femme. Et comme toutes les grandes religions historiques qu'on connaît aujourd'hui se sont développées dans le cadre des religions patriarcales, elles ont toutes un caractère assez misogyne, plus ou moins marqué. Le bouddhisme, vous y êtes beaucoup intéressé, vous vous y intéressez encore, on va le voir dans un instant. C'est un art de vivre, c'est la fameuse philosophie dont on parle, c'est pas une religion. Il y a les deux. C'est-à-dire que le bouddhisme, à l'origine, c'est une philosophie et un art de vivre. C'est vraiment pas une religion, mais progressivement c'est devenu une religion, puisque les hommes ont besoin de rituels, ils ont besoin de codes, ils ont besoin de croyances, et donc on a réinstallé au fil des siècles dans le bouddhisme tous les traits caractéristiques d'une religion, ce qui fait que quand vous allez, quand vous allez en Asie aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont des statues du Bouddha, ils vont prier devant, ils vont mettre de l'encens, ils vont faire des chants, on est devant les caractéristiques d'une religion, et la dimension la plus philosophique du bouddhisme, c'est plutôt en Occident qu'elle est vécue que dans les pays traditionnellement bouddhistes. Vous avez été pendant presque 9 ans, voire 10 ans, j'ai compté, vous avez été directeur du monde des religions. Vous avez démissionné, pourquoi? En fait, j'étais très heureux de vivre cette aventure parce que c'était apporter une sorte de connaissance du fait religieux, je dirais, sans émotion, culturelle, laïque, distanciée, ni spécialement complice, ni malveillante, et c'était utile à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé qu'au bout de 10 ans, je me suis lassé. Et donc, je pense qu'il ne faut pas rester dans des... Même si c'était très agréable et confortable, je pense que c'est important de savoir quitter des choses qui marchent très bien pour aller vers autre chose. Et donc aujourd'hui, je me dis au fond, j'ai moins de plaisir, j'ai envie de découvrir autre chose, je vais sans doute faire un film, j'ai envie de dégager du temps dans ma vie pour autre chose. Alors vous avez publié dans plusieurs maisons, ça apporte de la liberté? Oui, c'est la seule raison. C'est que je veux rester libre par rapport à un éditeur et pouvoir me dire, j'ai envie de faire ce livre avec tel éditeur ou avec tel autre, je ne veux pas appartenir à une maison.
C'est vrai que vous avez des avaloirs fous, entre 100 000 et 200 000 euros. C'est pas fou du tout, ça correspond à moins que ce que je vends. Donc c'est simplement des avaloirs qui sont en correspondance avec les ventes que je fais et j'ai jamais fait perdre 1 euro à un éditeur. Vous savez qu'on vous décrit toujours comme une PME. Oui, mais c'est pareil, c'est une expression journalistique. Qu'est-ce que ça veut dire une PME? Ça veut dire aussi chef d'entreprise. Pas vraiment. Dans la mesure où il y a eu un article dans le Figaro que vous reprenez là, qui dit effectivement une PME avec des chiffres assez hallucinants. Mais en fait, la PME c'est quoi? C'est les éditeurs. Non, mais c'est présenté comme en fait ce qu'on dit pas, c'est que l'essentiel d'un chiffre d'affaires d'un livre, c'est le libraire, l'éditeur, le distributeur. L'auteur n'a que 15%, si vous voulez. Donc évidemment, il y a une manière de présenter les choses. Et je vais vous dire, je suis fier. Non, ça monte à 18 et c'est pas mon cas. Si, je donnerai pas de nom, mais j'en connais plusieurs. Et donc, en fait, je suis content que mes livres marchent bien. Voilà ce qu'il faut dire. Je suis content que mes livres marchent bien parce que ça veut dire que je suis lu par beaucoup de gens et j'en suis ravi. Quel auteur n'a pas envie d'être lu? J'ai envie de transmettre et par ailleurs, ça fait vivre aussi la librairie. Si plus il y a des livres qui se vendent, plus il y a des libraires qui arrivent à tenir. Moi, je soutiens beaucoup les libraires. Je vais très souvent faire des conférences dans des librairies et je trouve très important qu'on puisse soutenir l'activité de la librairie. Donc tant mieux si mes livres se vendent. On a eu envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous nous avez accueillis chez vous. Alors c'était un rendez-vous à Saint-Germain-des-Prés. Vous avez une petite niche, pas très loin d'ailleurs de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et c'est Anne-Rousse Lesblanc et Magali Defer qui ont frappé à votre porte. Bonjour. Voilà mon nid d'aigle. Avant, c'était la bibliothèque des moines. Et on a construit en 1804 cet immeuble à la place de la bibliothèque. Pendant une période extrêmement longue, pendant près de 15 siècles, vous avez eu des moines qui ont lu, médité, travaillé, réfléchi, prié dans ce lieu-là. Et ça correspond à une partie de moi. Il est bien évident qu'il y a toute une dimension de ma vie où j'aime méditer, réfléchir, prier, être dans une recherche intérieure. Je suis très touché, moi, par la culture asiatique et j'aime beaucoup les rituels asiatiques. C'est quelque chose qui apaise, c'est une énergie qui vous met, qui vous centre. Je laisse cette énergie se déployer. Bon, je le fais pas au milieu de la nuit, parce que les pauvres voisins se plaindraient. Le matin, j'aime bien commencer et terminer la méditation par un son du bol tibétain, qui est beaucoup plus cristallin que le gong. La musique fait partie de ma vie tous les jours. Alors le piano, c'est toute une histoire parce que j'ai un immense regret, c'est de ne pas avoir appris enfant. Ma prof désespère parce qu'elle me dit faut que tu joues au moins 1 heure par jour pour progresser et j'arrive pas. Bon, voilà, vous voyez, je pianote. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans le quartier. Ma famille, depuis le XVIe siècle, du côté de ma mère, habitait ce quartier. J'avais des ancêtres qui étaient libraires, éditeurs au Pont-au-Change. Et puis mes parents sont mariés à l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc il y a tout un lien familial qui remonte à longtemps. Ce qui fait que je me sens bien ici. J'ai l'impression d'y avoir toujours vécu, peut-être depuis 3 ou 4 siècles. Le côté maintenant qui est pas très agréable dans ce quartier, même si il fait bon y vivre, c'est que c'est pas un quartier vivant, c'est un quartier qui est envahi par les boutiques de luxe depuis une vingtaine d'années. Et je suis pas très bien dans cet environnement luxueux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de ressentir une atmosphère, une énergie qui, malgré cet environnement qui a changé, est toujours là. C'est pour ça que je suis plutôt attaché à l'église qu'aux magasins dans lesquels je rentre jamais. C'est le plus vieux clocher de Paris. Et c'est pour ça qu'il a ce charme très rustique, très champêtre. Je trouve que c'est une église, voilà, je me sens bien, qui a une très belle atmosphère, puis qui a une certaine esthétique qui me touche, qui est sobre. Et je voudrais vous montrer cette statue de la Vierge. Elle a un sourire extraordinaire. Si vous la regardez bien et selon les angles, on voit qu'elle est joyeuse. Et c'est très rare. La plupart du temps, on voit des vierges qui peuvent être intériorisées, mais toujours un peu graves. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on peut reprocher à la tradition catholique telle qu'elle est devenue historiquement, c'est d'avoir perdu un peu la joie. Moi, je me définirais comme un croyant agnostique. Croyant parce que je trouve que le monde est mystérieux, on n'a pas l'explication du monde, et je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a une force qui nous dépasse, il y a une intelligence qui est, à mon avis, à l'origine de ce monde, mais je ne pourrais pas la définir. Et c'est en cela, je dirais que je suis agnostique dans le sens où je ne pourrais pas dire qu'est-ce que c'est qu'on appelle Dieu? Je ne sais pas. Et en même temps, je crois qu'il y a une transcendance. Il y a quelque chose qui est à l'origine de tout ce qui existe et je crois que la vie a un sens.
Vous aimez l'expression Germano Prata? Oui, mais je me reconnais pas dedans. C'est-à-dire que pour ça, c'est un cercle d'écrivains, d'intellectuels, type BHL, etc., que je ne côtoie jamais. Je vais jamais dans les fêtes littéraires du Flore, je connais pas Bec BD qui habite à côté de chez moi. Je ne fréquente pas du tout ce milieu-là. C'est aussi le quartier des maisons d'édition. Tout à fait. Ce qui est pratique, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai plusieurs maisons d'édition, donc c'est aussi pratique de rencontrer mes éditeurs. Un des choix de Saint-Germain-des-Prés, c'est à la fois cette histoire familiale ancienne. Oui, c'est ça, on l'a compris. Ouais, voilà, mais c'est aussi le côté pratique. Je n'ai pas besoin de perdre du temps dans les trajets, dans les transports. Tout le monde peut se retrouver à Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que tout le monde peut se retrouver dans ce livre? J'espère. En tout cas, je l'ai écrit pour des gens qui n'ont pas forcément de culture philosophique, qui se posent des questions sur le bonheur, sur le sens de la vie, et qui pourraient être en recherche d'un certain nombre de réponses. Encore une fois, j'essaie d'écrire pour tout le monde, et j'espère voilà, que ceux qui le liront... Votre définition du bonheur, vous en avez une? Alors, je ne peux pas vous répondre en 5 secondes, mais il faut distinguer le plaisir du bonheur. C'est-à-dire que le plaisir, c'est une émotion passagère, et on vit tous de plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui est plus profond et plus durable. Est-ce qu'on est heureux quand on connaît le bonheur? Est-ce qu'on est heureux quand on connaît le bonheur? Est-ce que c'est la même chose? C'est le même sens? Oui, je pense que... Être heureux, bien sûr, et connaître le bonheur. Ah oui, mais bien sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est important d'essayer d'être heureux parce que c'est une aspiration fondamentale. Être heureux ne veut pas dire ne plus souffrir, ne veut pas dire ne pas avoir de tristesse, par exemple. Vous dites on peut avoir des tristesses et être heureux. On peut être heureux en souffrant. Bien sûr. On peut être heureux parce qu'on a une paix intérieure. Si on est en paix avec soi-même, avec les autres, avec le monde, ça n'empêche pas de vivre des hauts débats dans l'existence, le deuil de quelqu'un qu'on aime, etc. On ne perdra pas forcément la sérénité et la paix profonde qui nous anime, mais on peut vivre une tristesse. En revanche, on n'est pas tous égaux face à lui. Non, pas du tout. Parce que on voit bien, et là je cite dans ce livre à la fois les philosophes d'Orient et d'Occident, mais aussi les scientifiques d'aujourd'hui, qui nous montrent qu'effectivement la part génétique est très importante. On peut estimer, d'après ces enquêtes scientifiques... 40%? Ouais, environ même 50% la part génétique. C'est-à-dire, au fond, ce dont on hérite, notre tempérament, notre sensibilité. On voit très bien, il y a des gens qui naissent, ils sont tout le temps joyeux, ils voient toujours le verre à moitié plein. Donc et d'autres, c'est l'inverse. C'est vraiment une égalité à la base. Ça. Énorme. La santé. Vous avez des gens en bonne santé, des gens en mauvaise santé, ça peut venir vraiment dès la naissance. Et puis après... on pense qu'à peu près 10%, c'est les conditions extérieures, ce qui est très peu. C'est-à-dire le fait de naître dans un pays riche, un pays pauvre, etc. Et puis finalement, il reste 40%, c'est une marge importante de liberté. Et donc notre bonheur dépend en grande partie, quand même, de nous, c'est-à-dire des choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va réussir à découvrir ce pourquoi on est fait? Qu'est-ce qui peut quels sont nos désirs profonds? Mettre de l'ordre un peu à l'intérieur de notre psychologie, arriver à se connaître davantage, être bien entouré affectivement. Donc là-dessus, je dirais qu'on a une vraie responsabilité sur notre bonheur, et c'est pour ça qu'on peut écrire un livre de philosophie sur le bonheur. Le confort matériel, c'est une plus-value ou pas? Je pense que c'est une plus-value, mais que c'est pas un fondamental. Moi, j'ai tout connu. J'ai connu une période, vous savez, quand j'avais 30 ans, j'étais directeur littéraire dans une grande maison d'édition, je gagnais très bien ma vie, j'avais une sécurité, j'avais 2 secrétaires, j'ai démissionné pour me consacrer à l'écriture. Pendant 10 ans, j'ai gagné beaucoup moins d'argent, je vivais dans un petit studio à Paris, et donc j'ai connu une baisse de revenus, mais je vivais de ma passion, l'écriture. J'étais tout aussi heureux que je le suis aujourd'hui, ayant beaucoup plus de revenus, et donc l'argent n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux avant? Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? La qualité des relations affectives, le fait d'avoir une activité que j'aime et le fait d'être en bonne santé. Et la réussite sociale? Je pense que ça m'a apporté quelque chose, effectivement, vous avez raison. Je crois que ça m'a donné confiance en moi. Et que le fait d'avoir confiance en moi, de savoir que j'ai pu m'épanouir et que les autres le reconnaissent et que je peux apporter quelque chose aux autres, ça a peut-être été un élément d'apaisement dans ma vie qui est arrivé vers 40 ans. Gagner aujourd'hui, l'ambition, la réussite... j'ai pas ça du tout. Mais est-ce que ça apporte du bonheur, selon vous? Je crois que ça apporte du bonheur à ceux qui sont essentiellement mus par ça. Et vous savez, on est tous différents. C'est pour ça qu'on peut à la fois parler des conditions générales du bonheur, se réaliser dans pourquoi on est fait, avoir une bonne santé, avoir des liens affectifs. Mais après, on n'a pas tous besoin des mêmes liens affectifs. On n'a pas tous besoin de se réaliser dans la même activité. Il y a des gens qui sont faits pour être dans l'action, et ce sont des chefs d'entreprise, et ils sont heureux là-dedans. Il y a des gens qui sont faits pour être des artistes, pour vivre dans un autre rythme. Chacun doit trouver ce pourquoi il est fait. Alors, j'ai vu aussi qu'entre 50 et 70 ans, alors là, c'était... C'est la courbe ascendante du bonheur, voilà, selon l'INSEE. Mais moi, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai 51, c'est tout juste. Ça fait un petit moment que je sens que le bonheur grandit chez moi.
mais je sens bien qu'effectivement, que plus le temps passe, plus je suis heureux. Et ça correspond bien à ce que vivent la majorité des gens, puisqu'on nous montre qu'entre 50 et 70 ans, c'est la courbe la plus ascendante. Vous dites que le bonheur, même, c'est contagieux. C'est-à-dire que quand on fréquente des gens qui sont lumineux, qui sont heureux, qui sont bien dans leur peau, ça va aussi compter pour soi. Vous trouvez pas? C'est contagieux. Quand on rencontre des gens heureux, ça donne envie. Et donc l'inverse est vrai aussi. Et oui, et quand on est avec des gens pessimistes, tristes, négatifs, ça plombe. Donc il est bien évident, on me pose souvent la question, comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde malheureux? Et je réponds en fait, votre malheur n'apportera rien au malheur des autres, mais votre bonheur peut aider les autres à sortir du malheur. Les Français, alors ils sont réputés, il y avait un sondage, c'était un sondage Wing-Gallup qui disait les Français vraiment sont moroses et que les Afghans et vous l'avez vu bien sûr ce sondage, et les Irakiens étaient plus heureux de leur existence que nous Français. Oui. Ça c'est surprenant. Alors il y a une explication à ça, c'est que le bonheur est aussi lié à la comparaison et que beaucoup de gens se comparent aux autres et se comparent avec ce qu'ils ont connu avant. Et en France, ce qui rend malheureux les gens aujourd'hui, c'est le sentiment qu'on est en récession, qu'on décline. Alors que les Afghans ou les autres, ils ont tout à attendre. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation difficile et ils peuvent espérer. Et donc le bonheur est lié un petit peu à l'attente d'un monde meilleur ou d'un progrès personnel. Et en même temps, il faut relativiser ça. Parce que les gens qui sont interviewés dans ces sondages vont vous dire globalement tout va mal en France, on ne peut pas être heureux tout. Puis quand vous les interrogez de manière personnelle, très individuelle, ils vous disent ça va pas si mal que ça pour moi, pour une majorité. Donc on voit que les choses sont quand même tout à fait à nuancer. Le bonheur, est-ce qu'il peut s'exprimer aussi par des thérapies, par des conseils plus pratiques, plus utiles? Bien sûr, de deux manières. Alors, les thérapies, moi j'en ai fait. Hein. J'ai fait une psychanalyse, j'ai fait des psychothérapies, j'ai fait vraiment un travail. Ça aide ça m'a beaucoup aidé. À s'apaiser. Tout à fait. Ça m'a aidé à mieux me connaître, à être plus lucide sur ce qui est à l'intérieur de moi, mes paradoxes, mes conflits intérieurs, mes contradictions, et à résoudre un certain nombre de choses. Ça aide à s'accepter soi-même, à se connaître, et puis ça peut aider à évacuer de l'angoisse, à évacuer des émotions négatives. Et je pense que quand on sent qu'on a des choses en soi qui ne sont pas en place, c'est bien de savoir se faire aider. Vous semblez comme ça, c'est self-control, calme, posé, mais en vous, il peut y avoir de la violence? Je pense que de nature, je suis plutôt colérique. Et j'ai eu des fois des pétages de plomb, de colère extraordinaires. Mais sur quoi? Mais même en vie d'entreprise, notamment par rapport à l'autoritarisme. Comme j'avais un père autoritaire, lorsque j'ai eu des patrons en face de moi autoritaires, je ne supportais pas. Et donc quand je suis devant une décision, on me dit c'est comme ça parce que c'est comme ça, je peux péter les plombs. Puis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment aussi appris à maîtriser mes émotions. Ça fait partie aussi du travail sur soi-même. J'ai appris à maîtriser mes émotions. Et puis, j'ai appris surtout à accepter l'inéluctable. C'est-à-dire que sur des petites choses, je vais vous donner un exemple. Dans ce livre, le chapitre peut-être dont je suis le plus heureux, le plus fier, c'est celui sur Montaigne et Chuang Tzu. J'ai fait des points communs entre ces deux philosophes qui ont 2000 ans d'écart, un chinois, un français, et je montre à quel point ils disent la même chose philosophiquement sur l'action du bonheur. Et après l'avoir écrit, j'ai effacé le chapitre, je l'ai perdu. C'est-à-dire qu'au lieu de le sauvegarder, je l'ai écrasé. Et là, pendant 30 secondes, j'ai été très déstabilisé. Et puis j'ai éclaté de rire et j'ai recommencé le chapitre. Il y a 10 ans, j'aurais fait une dépression nerveuse. Et vous n'avez pas retrouvé évidemment les mêmes propos? Non, mais peut-être que j'ai fait quelque chose de mieux. Mais ça, vous voyez, donc j'apprends à accepter les choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut accepter que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il y a les aléas de la vie, exactement. Oui. Là, vous êtes dans l'actualité, hein, puisque l'Express, cette semaine, titre « Contre la morosité, restez zen » par quelques-uns d'entre vous, dont donc Frédéric Lenoir. Et justement, je voulais vous poser quelques questions sur l'actualité. Vous me répondez par pour ou contre l'attitude du prêtre Georges, qui est resté au Cameroun, malgré les mises en garde, notamment du Quai d'Orsay, et qui est pris en otage. Plutôt contre. Le procès des Femen, à partir de leur situation à Notre-Dame, où elles se sont un peu dénudées, vous avez trouvé ça ridicule? Moi, je trouve qu'elles sont parfois tout à fait excessives, mais elles font de la provocation. Hein, c'est un peu leur raison d'être. Ça vous choque pas? Je les attaquerai pas, non. Les Restos du Cœur qui refusent l'aide d'une bénévole parce qu'elle est voilée, et ça rentre dans la charte donc de Coluche, qui ne voulait pas de signe distinctif de religion. Je pense qu'à partir du moment où il y a des règles, où il y a des chartes, il faut les appliquer. Donc si elle a envie de travailler au Resto du Cœur, qu'elle enlève son voile. Il y a plein d'autres endroits où elle peut travailler voilée. Le devoir de neutralité religieuse maintenant, on en parle pour les entreprises publiques bien sûr, mais voire étendu aussi aux entreprises privées. Vous trouvez que c'est une bonne chose? Le devoir de neutralité religieuse? C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas porter aussi de signes distinctifs? Mais là, je pense
que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on estime que dans une entreprise, dans certains lieux, c'est pas bon qu'il y ait effectivement trop de signes distinctifs, je pense que c'est bien effectivement de l'interdire et à ce moment-là, il faut respecter les règles. Il y a d'autres endroits où ça gêne personne et à ce moment-là, on peut le faire. Je pense qu'il faut que du cas par cas. On ne peut pas généraliser. La charte de la laïcité à l'école, c'est une bonne chose? Oui, moi, d'une manière générale, je suis plutôt un partisan de la laïcité, d'une laïcité vigilante. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive tous en permanence avec nos signes religieux, etc. On va encombrer après l'espace public de la religion et ça devient, je trouve, quand même problématique. Et ça reste du domaine privé? Moi, je préfère. Je sais qu'il y a d'autres gens qui, avec plein de bonnes raisons, diront l'inverse de moi et je comprends tout à fait. Moi, je préfère qu'on soit plutôt discret dans l'expression de sa religion dans l'espace public. Mais c'est aussi ma sensibilité. Il y a des pays comme aux États-Unis, en Angleterre, c'est exactement l'inverse. Ça pose pas forcément beaucoup de problèmes. Mais en France, je pense que ça coince et que ça va créer des tensions sociales inutiles. Alors vous êtes le parrain d'une association, une très jolie association qui s'appelle donc le Paris Solidaire. Ça permet à des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien d'être hébergés gratuitement ou alors vraiment pour une toute petite somme chez une personne plutôt âgée. Et ça permet évidemment d'avoir des relations entre des générations extrêmes. Et ça donne de très très jolies choses. Et c'est Alexandra Garde qui s'est rendue chez Monsieur Renard. C'est un monsieur absolument formidable. On aimerait tous habiter chez lui. Regardez ce reportage. Bonjour. Là, c'est le petit-déj. Donc, je suis allée chercher le pain à la boulangerie. Et donc, on prend notre petit-déj ensemble. Le thé que Bérangère m'a préparé hier soir avant d'aller se coucher. Elle le fait tous les soirs et j'y attache le plus grand prix. Comment avez-vous dormi? Fort bien. Je me suis endormie en écoutant une émission sur Jean-Paul Sartre. Votre programme de cette journée? Je rentrerai vers 19h30, 20h. Je suis arrivée fin juin. Mais l'année dernière, j'étais dans une colocation avec 6 filles. Bérangère n'a en charge aucune tâche domestique. Moi, j'ai une gouvernante portugaise que nous avions, ma femme et moi, depuis 30 ans, qui fait toutes les courses et qui fait tout le ménage, s'occupe du chat, etc. Une des conditions que j'avais posées au Paris Solidaire, j'avais dit, il faut que la personne que vous m'envoyez apprécie la musique classique et deuxièmement, qu'elle soit pas allergique au chat. On avait tout pour s'entendre. On est en train de faire accidentellement le couple idéal. Oui. Voilà, c'est ma petite chambre avec mes CD, mes livres. Les tableaux sont pas à moi, comme on peut s'en douter. Je les regarde pas trop. Mais alors j'ai mis mes petites cartes postales. Ça, en fait, c'est le fils d'un des meilleurs amis de Monsieur Renard qui me l'a donné. Donc le principe de l'association, c'est qu'il y a 2 formules. La formule convivialité, il y a un petit loyer à payer et donc le jeune qui habite chez la personne est quand même assez libre. La formule solidarité, il n'y a pas de loyer et il y a une présence assurée quotidiennement, des petits services. C'est pas très contraignant en fait par rapport aux avantages qu'on en a. Donc j'ai ma chambre à moi et j'ai aussi une salle de bain pour moi toute seule. Relax. Voilà, donc c'est une jolie petite salle de bain. Un vieillard ne peut pas partager une salle de bain avec une jeune fille. D'ailleurs, si vous voulez une image, il ne serait pas convenable que ces petites culottes s'échassent à côté de mes caleçons. Voilà. J'ai 89 ans. Je suis veuf depuis 6 ans. Bérangère est la 3e. Alors, la précédente était originaire de Reims. Elle m'a donné cette carte postale. Les 2 années passées à vos côtés resteront parmi les plus belles et insouciantes de ma vie de jeune fille. Vous m'avez appris beaucoup de choses et j'espère ne pas vous en avoir fait voir de toutes les couleurs. C'est pas gentil, ça? Voilà, j'accours. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Parfaitement bien. Il y a environ 230 adhérents à l'association. Il doit y avoir 110 seniors et 120 jeunes, parce qu'il y a des seniors qui hébergent plusieurs jeunes. Les jeunes payent 15 € de frais d'adhésion. Il y a un dossier de candidature, une lettre de motivation, un entretien à l'association. Sans garantie, hélas, qu'on les loge. On a quand même pas loin de 600 demandes par an. Donc ça fait beaucoup de jeunes qu'on ne loge pas. Coucou! La voilà. Oh, une omelette baveuse. Nous allons regarder un moment musical ensemble. Voilà, tiens. La langue. Ça, c'est très connu. Elle fait d'une pierre 2 coups.
Elle me tient compagnie et cependant elle ne perd pas son temps. C'est pas beau ça? Ce qui me vient à l'esprit quand on regarde une partition de piano à deux, c'est la phrase célèbre que prononce Carmen au deuxième acte, les vrais plaisirs sont à deux. Voilà. Et Bérengère est de mon avis. Tout à fait. Superbe association, le Paris Solidaire, c'est 6 rue du Chef de la Ville, à Paris, dans le 13e. Comment vous avez rencontré J'ai rencontré Aude Messéan, la fondatrice, qu'on a vue tout à l'heure, qui était dans le reportage, qui est une femme merveilleuse. L'association a des difficultés à se faire connaître et donc j'ai dit, écoutez, si je peux faire quelque chose pour vous, il m'a dit, est-ce que vous accepteriez de devenir le parrain de l'association? On a les mêmes valeurs, j'ai lu vos livres, ça me ferait très plaisir, et donc c'est un honneur pour moi. Et ce que montre cette association, en fait, c'est qu'il y a toujours des solutions. Il y a des personnes âgées seules qui sont tristes. Vous avez des jeunes qui n'arrivent pas à se loger. Eh ben, elle a eu l'idée de les rassembler. Contre la génération. Et ça fait de la joie. Donc il y a partout des solutions. Et d'ailleurs, je le dis pour tous ceux qui nous regardent, l'association a besoin de 2 choses. Elle a surtout besoin de personnes âgées, évidemment, qui a beaucoup plus d'étudiants que de personnes âgées, qui accueillent. Donc c'est des personnes âgées qui sont prêtes à accueillir les jeunes. Ils sont très bien sélectionnés par l'association. Et elle a besoin aussi de dons, parce qu'il y a 5 salariés qu'il faut payer. Et donc si des gens veulent faire des dons pour soutenir cette association, c'est évidemment le bienvenu. La vieillesse est un naufrage, selon vous? Pas du tout. Pas du tout. Et moi, au contraire, j'ai observé autour de moi des personnes qui ont très bien vieilli, à commencer par mes parents. Je vous disais tout à l'heure que ça fait plutôt difficile il y a longtemps, et aujourd'hui, je trouve qu'ils ont très bien vieilli. Donc en observant... C'est peut-être vous qui avez bien vieilli. Ah, mais eux aussi. Et vous avez peut-être un regard différent sur eux. Certainement. Mais je vois comment ils se sont apaisés, comment ils ont évolué, comment ils se regardent autrement. Moi, j'ai connu plutôt des vieux qui ont très bien vieilli. Mes grands-parents qui ont vécu longtemps étaient des gens merveilleux. Donc je crois qu'au contraire, c'est un autre âge dans lequel on perd évidemment un certain nombre de capacités physiques, intellectuelles, mais on peut être plus dans le cœur, dans l'intériorité, dans l'échange. Je trouve que c'est un bel âge aussi. Ne pas avoir d'enfants, c'était un choix? Pas vraiment. Je dirais que je me suis jamais dit dans la vie, je vais avoir ou je vais pas avoir des enfants. Ça s'est pas fait. J'ai pas été dans des relations où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'avoir des enfants. Et je pense que j'avais une autre priorité. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de travailler sur moi, de progresser, de philosopher. Tout ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'étais très heureux là-dedans. Et puis peut-être que comme j'avais l'image d'une famille, je vous l'ai dit pour des raisons enfants, où enfant, j'étais pas spécialement heureux à cause de la mésentente de mes parents. Peut-être que j'étais prudent par rapport à ça. L'horloge biologique, vous ne connaissez pas, vous? Les hommes ont cette chance de se dire peut-être qu'un jour j'aurai une famille nombreuse, même à 50 ans. Je voudrais juste vous montrer, ça provient d'Internet, quelques images. Tout d'abord, celle-ci, c'est cette première image d'un bonheur collectif. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était le 19 novembre, c'était sur les Champs-Élysées. 3-0 après. Vous savez que je suis passionné de foot. Donc je ne peux pas être mal à l'aise devant des images comme ça, parce que moi-même, j'ai fait des bonds de 2 mètres de haut lorsqu'on a gagné. Donc je comprends tout à fait qu'on a besoin de vivre du lien social avec de partager des grandes émotions collectives. C'est ce que faisait la religion traditionnellement. Les gens partageaient ses valeurs, ils partageaient des grandes émotions. Aujourd'hui, où la religion... c'est quoi? C'est le pain, les jeux Oui, mais c'est important, la musique, César, les jeux, oui, mais on a besoin de ça. Donc j'ai beau, et vous savez, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont passionnés par le foot, au fond, ou le rugby, enfin peu importe, on a besoin, parce qu'on est incarné, parce on vit en société, et donc on a besoin de créer du lien avec les autres. Et moi, ce que j'aime bien, en 98 par exemple, quand on a gagné la Coupe du Monde, j'étais dans la rue aussi à klaxonner, et j'ai embrassé pendant des heures des gens que je n'aurais jamais croisés autrement. Toutes les barrières socioculturelles s'effondrent, et donc c'est des moments importants. Autres images, alors là, ce sont des câlins. Des câlins que les passants se font, et des câlins dits gratuits. Ça se passe aux États-Unis, notamment. Voilà, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui s'embrassent, qui se touchent. Ça me gêne pas du tout. Voire moi, je suis très câlin. Et moi, on me dit toujours, mais t'embrasses trop facilement les gens, mets un peu de distance et tout. Quand je fais des conférences, il y a des gens qui me disent, j'aimerais tellement vous embrasser, je les serre dans mes bras. J'ai un côté, je dirais, je suis très à l'aise physiquement. Et du coup, ça peut créer évidemment des malentendus ou des interprétations, et des gens peuvent se servir de ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beau de pouvoir se toucher et de pouvoir se dire que, transmettre de la tendresse par le toucher. Câlinez-vous. Alors, câlinez-vous, exactement. Si les gens se câlinaient plus,
il y aurait moins de problèmes sur Terre. Et juste une dernière image, c'est celle du pape. Alors vous allez me dire si c'est un geste absolument sincère ou si c'était déjà de la com. C'était à Rome. Ça a été un des premiers gestes du pape François. Et il recommence 12 fois, comme le Christ. C'est qu'il a embrassé les prisonnières. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, le premier instant où était élu ce pape, j'étais sur France 2 dans le journal, on l'a vu tout à l'heure, de David Poujada, j'ai dit l'élection de ce pape est une chance extraordinaire pour l'Église, c'est un événement spirituel, parce que je le connaissais et je savais que ça allait être un grand pape, qui est un homme de cœur. Ça fait des années qu'il a vendu son palais épiscopal pour aller vivre parmi les pauvres, donc je pense qu'il est totalement sincère. Il est comme ça. Maintenant, évidemment, ça sert son image, ça sert l'Église, mais tant mieux. Il vit l'Évangile, et pour moi, c'est un pape qui réconcilie profondément l'Église avec l'Évangile, qui en avait besoin, puisque je pense qu'on s'est trouvé... Pas progressiste, même, vous diriez ? Pas progressiste sur le plan moral. C'est pas quelqu'un qui va dire que demain, l'avortement doit être pratiqué, mais il va vous dire, ne jugez pas. Qu'est-ce que disait le Christ quand il est face à la femme adultère? La loi condamne l'adultère. Il respecte la loi, mais il dit je ne la condamne pas. Donc finalement, pas de jugement. Pas de jugement. Et ce pape n'est pas dans le jugement. Je pense que c'est pour ça que c'est un pape qui va être très populaire. Il y a Caroline Pigozzi aussi qui connaît très bien le pape. Elle a écrit ce livre avec Henri Madelin qui est jésuite. Ainsi fait-il sur le pape François. C'est chez Plomb. Alors il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre. Il va falloir que vous la découvriez. Vous allez lui poser 3 questions, vous allez voir sa silhouette. 3 questions fermées, elle doit vous répondre par oui ou par non. Première question. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Alors, est-ce que vous êtes un homme? Non. J'ai pas entendu. Non. Non. Est-ce que vous chantez? Non. Non. Est-ce que vous voyagez? Oui. Beaucoup? Oui. Ah, je crois savoir qui alors c'est. Priscilla Telmont. Voilà, ouais, merci Priscilla de venir nous rejoindre. Vous allez présenter Priscilla. Bonjour et merci d'être là. Merci. C'est une grande voyageuse, c'est une baroudeuse. Bonjour Priscilla. La traversée de l'Asie centrale voilà, à cheval. 5000 km à pied en solitaire à travers l'Himalaya, l'Everest, enfin on va parler de tout ça. Comment vous êtes rencontrés? Pourquoi vous avez une estime pour elle? On se connaît mais sans se connaître. Sans se connaître. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Pourquoi vous avez choisi sa présence? Mais en fait, parce que je ne savais pas du tout ce serait possible. Et en fait, Priscilla, c'est quelqu'un que j'ai découvert par ce qu'elle fait, c'est-à-dire par ses livres, par ses DVD. J'ai vu un DVD où, à la suite d'Alexandra Davinel, que j'adore, cette femme extraordinaire qui a voyagé au Tibet, elle a fait un grand voyage en solitaire. Et j'admire énormément ce qu'elle fait. Et je me dis, moi-même, je rêverais de faire un grand voyage de 6 mois, 1 an, et je voudrais bien lui demander des conseils de voyage. Grand plaisir. Et par ailleurs, je vois qu'on a beaucoup d'affinités, c'est-à-dire que tous les deux, on est très sensibles au bouddhisme et à la cause du Tibet, qui est un peuple qui vit un martyr, mais on n'en parle plus du tout à cause évidemment de la puissance économique chinoise. On aime la spiritualité en général, de manière très souple, très libre. Est-ce que vous pouvez l'interroger? Interrogez-la. Ben voilà, j'ai plein de questions à poser. Et je me suis dit, c'est drôle, je n'ai jamais rencontré Priscilla, alors qu'on aurait pu se rencontrer dans plein de salons du livre. On a été dans plein d'endroits ensemble, sans qu'on se... Ça, c'est votre public. Donc, il fallait que vous organisiez cette rencontre. Oui, merci. Alors, interrogez-la. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir d'elle? Est-ce que vous repartez en voyage bientôt? J'en reviens. J'arrive de Géorgie. J'étais à la frontière tchétchène, chez les Touches, qui sont au nord de la Géorgie, qui sont un des derniers peuples nomades, qui sont des êtres absolument extraordinaires, et donc dans la région du Caucase. Et juste avant, j'ai passé 3 mois, et ça c'est des choses qui t'intéressent, auprès d'une chamane, avec qui je suis en initiation depuis 5 ans, et donc de faire un travail avec elle autour des plantes psychotropes. Qu'est-ce que ça vous apporte, Priscilla? C'est-à-dire que pour moi, l'aventure, on peut vraiment l'ériger en métier, c'est-à-dire l'idée que les dépassements personnels peut être véritablement une exploration de soi-même, comme on parcourt une tache blanche, parce que finalement l'être humain est un formidable terrain d'exploration et d'aventure. Et donc que ce soit par l'aventure qui peut être très démonstrative sur des expéditions géographiques, comme une aventure intérieure. Et c'est finalement ça n'est pas identique d'un voyage comme ceux que vous faites. C'est impossible. Oui, mais on revient différente. Oui, c'est des chemins initiatiques, c'est des chemins qui vous grandissent. Et puis c'est des êtres que vous rencontrez qui vous rendent plus humble et avec une grande conscience de la connexion qu'il y a du vivant. Je crois qu'on est peut-être trop coupé de notre intelligence perceptuelle. Et en voyage, on se dépouille un peu nos habits urbains pour avoir une capacité de sentir le vivant de manière beaucoup plus forte. Et moi, j'ai vraiment faim du monde
et des autres. Là, on vous voit quand on saute du haut de l'Everest. Ouais. Hein, on est à quoi, à 300 km/h par moins 40? Oui, exactement. Oui. Bah là, on est déjà sous voile, donc on est en train d'arriver là au camp. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, c'est pas tant le vol en soi, c'est vraiment l'arrivée avant de sauter, que la porte s'ouvre, qui est magnifique, parce que c'est la beauté du monde, quoi. Moi, je suis tellement émerveillée du monde qui nous entoure. Et de pouvoir passer 1 heure à monter jusqu'à 10 000 mètres sur un des plus beaux paysages au monde, qui est l'Himalaya, et de voir déjà le début de la courbure du monde comme ça, c'est un cadeau inespéré. Donc oui, c'était une grande aventure. Et est-ce que vous avez déjà eu peur et le sentiment que là, vous risquiez votre peau et que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Mais tu sais bien, il y a toujours cette phrase de Mark Twain qui dit « on fait des choses parce qu'on ne sait pas qu'elles sont impossibles ». Et je crois qu'il y a 2 sentiments de peur, et tu le sais mieux que personne. Tu as la peur qui te paralyse et qui t'empêche d'être au monde et d'agir. Et puis tu as le sentiment de peur qui est d'un instinct de survie et de protection. Donc moi, je ne suis pas du tout fataliste ou nihiliste. C'est que si le chemin s'arrête là, je sais que c'est ma vie, et donc au contraire, je suis plutôt dans une grande confiance au monde et d'aller toujours de l'avant. Je partage cette philosophie, mais je me dis, il y a beaucoup de spectateurs qui doivent se dire, mais une femme seule qui voyage comme ça dans des pays tout, ça peut être dangereux. Donc effectivement, il faut avoir une philosophie de la vie. Un homme, Oh non, c'est pas. On peut vraiment se poser la question. Les femmes, forcément, il y a une, je pense inconsciemment, l'idée que la femme est plus vulnérable. Dans l'agression du quotidien, et donc c'est vrai que moi dans mes voyages j'ai eu à rencontrer des brigands de grand chemin et que faut savoir suffisamment être fort. Moi j'ai pratiqué le pencak silat, qui est un art martial indonésien. Vous tapez dans les points vitaux. Je vais pas faire de démonstration, c'est Frédéric. Mais c'est très efficace. Très efficace. Et tu as déjà eu besoin de l'utiliser? Oui. Alors quand vous mettez un homme à terre, en général, c'est vrai que ça paralyse un peu, et ces petits moments de secondes d'éternité vous permettent de vous sortir d'un mauvais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des régions du monde que vous ne connaissez pas? Il y a plein de régions que je ne connais pas. Il y a surtout, je pense, Frédéric, c'est pour toi pareil, mais l'idée de l'éternel retour. C'est tellement merveilleux de retourner dans un endroit et de retrouver des êtres que vous avez rencontrés. Et garder le sorte lien. De famille. Oui, garder le lien et d'être dans une rencontre vraiment qui soit très précieuse et de pouvoir transmettre ça après. C'est vraiment important. Donc... Combien vous avez eu de passeports jusqu'à présent? Je ne sais pas. C'est drôle. Aucune idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un lieu d'enracinement? Oui, Paris. Paris, oui, parce que c'est mon point de base, c'est là où je suis née. Mais on peut rencontrer aussi des gens extraordinaires à Paris. Mais il y a des gens extraordinaires partout, regardez. Je rentre de voyage et je viens vous voir, c'est merveilleux. Donc évidemment. Oui. La lumière est dans ce studio, grâce à Priscilla. Oui, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Et vous viendrez nous raconter votre prochain voyage, votre prochaine aventure. Avec grand plaisir. Avec humaine grand surtout, plaisir, c'est ça qui nous intéresse. Merci à vous. Je vais vous emmener aux 2 ados, Frédéric. Vous êtes d'accord? Je vous suis. Dos à dos. 2 ados avec vous, Frédéric Lenoir. Des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Le moment le plus heureux de votre vie? Capable de vous répondre, mais je dirais que c'est des moments dans la nature. J'ai beaucoup de souvenirs de moments de joie absolue, de communion avec la nature. Et le plus malheureux? Plus malheureux, je pense que ça a été des périodes d'angoisse, d'enfermement. Quels que soient les lieux dans lesquels je me suis senti ou les situations dans lesquelles je me suis senti enfermé. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je pense que j'essaierais évidemment de goûter ce que peut être le plaisir, peut-être. Le plaisir Non, le plaisir dans la relation charnelle en tant que femme. C'est quand même quelque chose de formidable. Je le vois, à quel point les femmes ont une sensualité qui est différente aussi de nous. Donc j'aimerais bien le vivre. À qui vous refuseriez de dédicacer votre livre? À personne. L'amour, c'est mieux avant, pendant, après? Plutôt pendant. Quelle est la maladie que vous redoutez le plus? Alzheimer. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir entrer? Woody Allen. J'aimerais bien savoir ce qu'il a dans la tête. Avez-vous déjà eu recours au service d'une prostituée? Ça m'est arrivé à 2-3 moments dans ma vie. Le meilleur prétexte pour refuser une invitation, qu'est-ce que vous dites? Que je suis malade. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Le temps. Est-ce que vous avez déjà été violent avec une femme? Jamais. Si Dieu existait, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Il y a tellement de choses que j'ai envie de savoir.
Une bonne résolution pour 2014 ? Vous en avez une ? Oui, c'est d'essayer de me dégager encore plus de temps pour faire des choses que dans cette vie professionnelle très active que j'ai depuis 10 ans, j'ai pas eu le temps de faire et que j'ai un peu négligé. Le mot d'amour, selon vous, le plus érotique ? Moi, ce qui m'émeut le plus, c'est d'une banalité accablante, c'est « je t'aime ». Je trouve que c'est ce qui me met le plus dans le désir. Un titre de livre pour résumer votre vie, ça pourrait être quoi ? L'homme joie de Christian Bobin. Il y a Emmanuel Donzella qui nous attend avec sa guitare. Durant toute l'émission, il a ciselé un texte pour vous qu'il va vous chanter. On va le rejoindre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Frédéric. Venez, je vais vous chanter une chanson Ah bon ? que j'ai écrite pour vous. Et cette chanson s'appelle « Chanson pour Frédéric Lenoir ». Non. Je mets mon espoir dans Frédéric Lenoir, je suis sûr de sa parole. Au-dessus de mon lit, j'ai des clous et Jésus. Sur ma table de nuit, la Torah n'y est plus. J'ai refermé aussi le Coran, je le lis plus. Je mets mon espoir dans Frédéric Lenoir, je suis sûr de sa parole. Dans ma chambre à coucher, il n'y a qu'un seul portrait, une photo blanche et noire de Frédéric Lenoir. Avant de faire dodo, je récite 3 je vous salue Fredo. Je mets mon espoir dans Frédéric Lenoir, je suis sûr de sa parole. Car la clé du bonheur se trouve à 40% à l'intérieur. Allons-y faire un tour, on trouvera l'amour. Je mets mon espoir dans Frédéric Lenoir, je suis sûr de sa parole. Bravo. Merci. Mais vous aviez déjà entendu une telle prière ? Non, mais par contre, alors là, qu'on ne vous écoute pas. Ne soyez pas sûr de ma parole. Vérifiez-la, confrontez-la, et je ne suis ni un gourou ni un maître spirituel. Bien sûr. Voilà. Très joli texte. Merci Catherine. Vous l'emporterez. C'est un cadeau. Mais il est dans l'ironie, c'est bien. Je vous le donne. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Je voudrais rappeler donc du bonheur. Vous êtes heureux vous Emmanuel ? Ça va ? Oui. Moi, je vais vous l'offrir quand même parce que je suis pas sûre. J'y travaille. Oui. C'est un voyage philosophique. C'est un long chemin. Oui. Et c'est chez Fayard. Je vous l'offre. Oh merci, c'est gentil. Merci. Je voudrais saluer aussi celle qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Grâce à ses œuvres, beaucoup d'œuvres d'ailleurs. Ça reflète aussi son voyage notamment en Afrique et au Gabon, me disait-elle. Elle est sur le plateau de Thé au Café et c'est un très très joli travail, de très jolies œuvres. Brigitte Sillard, elle expose jusqu'au 15 février, donc vous avez le temps, au restaurant de l'Opéra Garnier à Paris dans le 9e arrondissement. C'est une artiste du land art. Elle travaille donc divers supports, matériaux et cela autour de la nature. Ça s'inscrit son œuvre dans la nature. Son nom, Brigitte Sillard. Je voulais vous dire que samedi prochain, on aura de la chance. Nous serons à Dakar. Alors nous serons en effet au Sénégal. Et là, on fera des rencontres, de très belles rencontres, des rencontres dans des univers extrêmement différents pour mieux comprendre, évidemment, le continent africain, mais surtout cette capitale sénégalaise qui est une ville où il se passe beaucoup de choses. Alors ne ratez pas, c'est une émission spéciale. Et le lendemain, ce sera la dernière émission de l'année. Alors on vous proposera, vous savez, ce qu'on appelle un florilège, un best-of, les meilleurs moments, les morceaux choisis. Voilà, vous choisissez ce que vous préférez comme expression. En tout cas, on sera là durant 2 jours avec vous pour les 2 dernières émissions de Thé ou Café 2013. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Nous, on va faire notre baluchon et on va partir vers l'Afrique. Portez-vous bien. Merci, vous aussi. Soyez heureux.
mais c'est déjà là. Tant mieux. Un petit bonus tout à l'heure, ça c'est pour Internet. Et puis l'émission est rediffusée bien sûr cette nuit et vous pouvez la voir sur plus.fr. Passez une très très bonne semaine, qu'elle soit belle, douce, tendre. Et on se retrouve samedi prochain au Sénégal. Au revoir, merci. Salut Emmanuel. Au revoir, merci.